Dernière émission de l'année, on s'est dit qu'on ferait ça quand même en présentiel, comme on le dit souvent, pour revoir, revisiter cette année qui a été très marquante. Elle a commencé comment? On s'en souvient, avec l'assaut au Capitole le 6 janvier. Jeff, je me rappelle de ta réaction en direct quand on a commencé à s'écrire à ce sujet-là. Il faut qu'on commence par ça. Ça a vraiment donné le coup en ce qui a trait à la désinformation et aux conséquences concrètes de la désinformation. Ben oui, l'année est partie en grand dans le monde de la désinformation. Un assaut sur le Capitole pour arrêter le transfert de pouvoir au sein de l'appareil politique américain, quand même jamais vu, ça a choqué la planète entière. C'est un événement qui a été, on va se le dire, entièrement porté par la désinformation électorale. Ces gens-là attaquaient le Capitole parce qu'ils croyaient faussement que l'élection avait été truquée. On ne peut pas juste parler de désinformation web parce que, bon, l'ancien président américain Donald Trump a quand même fait sa part dans la propagation de fausses nouvelles sur l'élection américaine. Mais dans les médias conventionnels aussi. Oui, exactement. Mais quand même, il y a un gros pan de ça qui est désinformation sur le web. D'ailleurs, l'assaut sur le Capitole a été en grande partie organisé à même les réseaux sociaux. Donc, Facebook qui dit non, l'assaut du Capitole a été organisé sur des plateformes chiffrées comme Telegram ou WhatsApp ou des choses comme ça. Oui. Par contre, les gens ont été invités à ces canaux-là dans des groupes Facebook qui remettaient en question l'issue de l'élection américaine, des groupes Facebook qui ont explosé en termes d'abonnés là, dans les jours qui ont suivi l'élection, dans les semaines qui ont suivi l'élection. Donc, ça a soulevé toutes sortes de questions sur le rôle des réseaux sociaux là-dedans et des questions qui sont vraiment pas évidentes. Donc, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube qui ont pris une décision quand même inusitée de bannir le président américain en fonction. Donc, Donald Trump, qui était toujours président américain entre le 6 janvier et le 20 janvier, où il y a eu le transfert de pouvoir envers le nouveau président Joe Biden, les plateformes jugeaient qu'il posait un risque de propager la désinformation dangereuse. Donc, c'est du jamais vu. Ce sont des décisions qui sont loin de faire l'unanimité. Ça pose toutes sortes de questions extrêmement complexes sur le pouvoir des réseaux sociaux de décider qui a le droit de s'exprimer. Quand le président américain n'a même pas le droit de s'exprimer à même les réseaux sociaux, c'est vraiment pas évident. Ça pose un précédent qui va marquer les années à venir, c'est certain, parce que si la même chose venait à se passer dans un autre pays, qui a un groupe qui remet en question une élection, qui décide de porter des actions envers les institutions politiques, bien là, on va dire à Facebook, bien, vous avez banni Donald Trump, vous devez bannir telle politicienne ou tel membre de parti. Donc, c'est pas réglé. On va encore subir les soubresauts du 6 janvier, pas seulement l'année prochaine, mais dans les années à venir, c'est certain. Jusqu'à présent, on n'a pas mentionné le mot COVID-19. Et pourtant, parce que c'est bizarre, hein? Ouf, hein? Marie-Pierre, tu en as eu pour ton argent cette année avec la désinfo basée sur la COVID. Et dire qu'on s'est à un moment donné dit naïvement que peut-être là, on allait moins parler de COVID cette année, hein, qu'il allait falloir trouver autre chose. Ben oui, c'est certain que la vaccination qui a commencé en décembre 2020, donc qui a été un gros moteur de désinformation. On ne pourra pas faire un survol là, exhaustif de tout, on veut pas non plus. toutes les fausses nouvelles qui ont circulé. Mais il y en a qui ont vraiment pris beaucoup de place. Par exemple, on a beaucoup dit que le développement des vaccins il avait été bâclé, trop rapide. Expérimental. Oui, on s'est attaqué à ça maintes et maintes fois. Parce que les étapes, elles ont été suivies malgré tout ce qui a été véhiculé. C'est certain qu'on était dans un contexte tellement particulier. C'est jamais arrivé là, que autant de ressources, d'énergie, d'argent, tout le savoir du monde converge dans une seule et même direction. C'est du jamais vu, puis c'est normal donc que la rapidité avec laquelle on a développé ces vaccins-là, ce soit du jamais vu aussi. Mais ça a été vraiment ça tout au long de l'année. Finalement, le fil conducteur, ça a été la vaccination, les campagnes de vaccination et la vaccination pour les enfants. Bien là, ça a été... Oui, puis c'est ça. Puis à force d'alimenter ces craintes-là, il n'est pas surprenant aussi. Quelque chose qu'on a vu surgir assez souvent, c'est toutes sortes de traitements alternatifs. On a beaucoup parlé d'ivermectine, de vitamine D. On a quand même beaucoup critiqué plusieurs des essais cliniques, justement, qui avaient été menés sur l'hydroxychloroquine, les travaux de Didier Raoult, figure emblématique s'il en est une, ont été beaucoup critiqués en 2021. Ça nous a peut-être aussi permis de
de prendre conscience du fait que c'est pas parce que quelqu'un a un beau sarrau, les lettres docteur ou PhD entourant son nom, que c'est nécessairement un gage de crédibilité. Il y a eu une petite remise en question autour de ça aussi, je pense. Puis alors qu'avant, les traitements étaient mis de l'avant pour dire qu'on pouvait stopper la pandémie, maintenant, c'est comme on met en opposition les traitements et le vaccin. C'est ça le discours qu'on voit plus souvent maintenant. On dirait que ces traitements-là, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est, on les veut, on les attend, puis... Mais il y a quand même des traitements là, qui pourraient être prometteurs. Ouais. On ne crache pas sur tout ce qui pourrait être traitement, mais c'est certain que le traitement là, qui fait qu'on pourrait se passer du vaccin... il n'existe pas. Puis tout ça passe beaucoup aussi par des... Bon, tu as mentionné, Jeff, tantôt, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Hein? TikTok, ça a été vraiment, nous, décrypteurs, un réseau social sur lequel, une application sur laquelle on s'est beaucoup attardé, Nicolas. Bien, une application qui n'est pas nouvelle, là, depuis 2016 que cette application-là existe, gagne de plus en plus de popularité auprès des jeunes. On parle cette année qu'ils ont franchi le cap du milliard d'utilisateurs, mais j'ai l'impression qu'en 2021, TikTok est vraiment venu sur le radar des médias qui couvrent la désinformation, qui couvrent les réseaux sociaux. On a vu vraiment, surtout au Québec, au Canada français, une explosion de la désinformation sur TikTok. Et ce qui est intéressant, c'est que les vidéos sur TikTok peuvent être téléchargées et ensuite téléversées sur d'autres réseaux sociaux. Fait que ce qu'on a observé dans l'équipe, c'est que justement beaucoup des vidéos sur Facebook, surtout même en fin d'année, qui sont devenues virales, venaient de TikTok. Et la question du travail que fait TikTok pour modérer la désinformation, je pense qu'elle a été davantage mise de l'avant cette année. Il y a eu plusieurs enquêtes de plusieurs médias, notamment aux États-Unis. Donc, il va falloir voir ce que va faire TikTok à l'avenir pour s'attaquer à ça. Mais est-ce qu'on n'a pas encore eu une preuve cette année du fait que les fameux algorithmes que tu évoques nous poussent assez rapidement vers des contenus liés à la désinformation? C'est ce qu'on a vu dans notre test sur l'algorithme de TikTok, là. C'est ce qu'on a vu dans notre test sur l'algorithme de TikTok. Puis c'est quelque chose que je pense est plus rentré dans la conscience populaire cette année avec les Facebook Files aussi. Je veux dire, ça fait plusieurs années que des personnes qui s'intéressent à ces questions-là disent qu'effectivement, les algorithmes des réseaux sociaux vont nous montrer du contenu qui nous pousse à réagir et que ce contenu-là, bon, va être du contenu parfois plus extrême, du contenu qui peut être de la désinformation. Et ce que les Facebook Files nous ont montré, c'est qu'effectivement, ce que les gens soupçonnaient était vrai. Là, on se souvient, Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte qui a fait couler des documents internes de Facebook qui disait que la compagnie priorise le profit sur la sûreté des utilisateurs. Cette lumière-là a été mise sur Facebook cette année, mais c'est un problème généralisé. Mais c'est une chose positive avec TikTok, c'est qu'il y a en effet beaucoup de jeunes là-dessus. Il s'est rentré dans la conscience populaire que l'algorithme de TikTok est super bon pour te connaître. Peut-être que ça va éveiller les consciences, que les gens se posent la question dès un jeune âge, dès les premiers balbutiements avec les réseaux sociaux. Mais si je vois cette publication-là, pourquoi est-ce que je la vois? Qui décide ce que je vois dans mon fil d'actualité? Lentement, mais sûrement, je pense qu'il y a une réflexion qui se fait au sein du public.